Depuis quelques années, le jeûne est à la mode. On lui prête des vertus thérapeutiques et des effets préventifs sur le cancer. Et pourtant, lorsqu'on souffre d'un cancer, pratiquer le jeûne n'est pas anodin. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Jeûne et cancer, la solution miraculeuse. Mais est-ce que c'est une info ou une intox? Ce sujet a été très fortement médiatisé ces dernières années. Malgré tout, le jeûne reste un régime très restrictif, et même le régime le plus restrictif qui soit, puisqu'on va priver notre corps de toute nourriture, voire même de toute boisson. Et pire encore, les données disponibles actuellement ne permettent pas de conclure qu'il y ait un réel intérêt pour la prévention ou la guérison du cancer. Même les résultats sur l'animal sont très variables et aucun n'est concluant sur l'humain. Les allégations largement médiatisées sur les effets du jeûne contre le cancer ne correspondent donc pas à l'état des connaissances scientifiques. Et on ne parle même pas des risques, dénutrition, perte musculaire, carence, dévitalisation, voire même la mort de celui qui le pratique. Parce que oui, la dénutrition potentiellement causée par le jeûne diminue la survie des patients atteints de cancer. Nous verrons ça un peu plus loin dans la vidéo. Les thérapeutes, ou encore comme j'aime les appeler parfois les dérapeutes, les coachs ou tout simplement les fanatiques de cette pratique qui n'ont aucune formation reconnue, vous feront la promesse d'affamer les tumeurs grâce à cette technique pratiquée sur une plus ou moins longue période, ça dépend, et de diverses façons différentes. Mais en réalité, le jeûne n'est qu'un leurre, et nous allons voir pourquoi. L'argument principal des personnes qui promeuvent cette technique, c'est que les cellules cancéreuses consomment davantage de sucre que les cellules saines, et que donc, limiter les apports en sucre pourrait en théorie, contribuer à ralentir la croissance des tumeurs. Mais en réalité, notre cerveau, nos muscles et nos globules rouges, pour ne citer que ces tissus-là, mais il y en a d'autres, donc ces tissus de notre corps sont tous glucodépendants. Ils ont besoin de glucose, ils ont besoin de sucre pour fonctionner. Pour que vous compreniez comment le jeûne en lui-même fonctionne physiologiquement, voyons ce qu'il se passe dans votre corps lorsque vous jeûnez. Alors, durant les premières 24 heures, votre corps va utiliser ses réserves de glucose et donc il va déstocker le glycogène des muscles et du foie. Et lorsque les réserves de glucose baissent, le corps va automatiquement attribuer en priorité le glucose au cerveau, parce que celui-ci ne sait pas fonctionner autrement qu'avec du glucose. Et le cerveau est évidemment un organe essentiel, donc c'est là que le corps va envoyer ses dernières réserves. C'est un peu ses réserves de survie. Après quelques jours, jusqu'à 5 jours après le début du jeûne environ, le corps va aller puiser dans les muscles. Les muscles vont donc fondre, littéralement, pour fournir de l'énergie. C'est comme du cannibalisme, si vous voulez. Vous allez dégrader du tissu sain, donc du tissu musculaire sain, pour qu'il soit digéré et transformé en énergie. Voilà pourquoi on dit aux sportifs, notamment ceux qui veulent construire du muscle, de manger assez. Surtout de manger assez de glucides. Bon, il y en a beaucoup qui mangent beaucoup de protéines aussi. Et ils dégraderont les protéines. Bon, ça c'est leur problème. Mais manger beaucoup de glucides est important. Ça, c'est pour ne pas que le corps aille puiser dans le muscle, ce qui serait complètement contre-productif. Et à partir du 6e jour environ, donc après ces 5 jours, à partir du 6e, le corps va enfin aller puiser dans la graisse corporelle pour la transformer en corps cétonique. Mais ça implique quoi en réalité? Tout simplement que le corps va transformer la graisse en glucose. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Ah là là. Ce fameux glucose qui ne sert à rien et qui n'est pas essentiel du tout au corps humain. Mais. C'est fou, hein? Mais entre nous, c'est pas la définition d'essentiel, ça, quand ton corps va transformer des graisses en glucose. C'est pas que c'est essentiel pour lui, le glucose.
Bref, le corps fait ça pour préserver les muscles, pour éviter une trop grosse perte musculaire. Mais le corps continue tout de même de dégrader du muscle. Donc, à partir du 6e jour, vous allez utiliser du muscle et de la graisse. Voilà en réalité ce que le jeûne fait subir au corps humain. J'ai fait quelques vidéos sur les dangers du jeûne. Je vous en mettrai une dans le petit ici au-dessus et en description. Et vous pouvez parcourir ma chaîne, faire une recherche jeûne afin de trouver les autres vidéos qui traitent du sujet du jeûne. Mais il faut savoir que le jeûne est considéré comme un stress par la cellule, par toutes les cellules. Parce que lorsque vous jeûnez, vous affamez toutes les cellules de votre corps et pas seulement les cellules malades ou les cellules cancéreuses. Donc vous stressez et vous affaiblissez tout votre corps. Bon, c'est le même problème avec le régime cétogène. Vous allez priver votre corps de glucides pour affamer les cellules, notamment les cellules cancéreuses, mais le corps va utiliser d'autres sources pour fabriquer son propre glucose, parce qu'il en a besoin. Le corps est glucodépendant. Notre cerveau, nos muscles, etc., ils ne savent pas fonctionner avec autre chose que du glucose. Donc, le corps va dégrader des tissus, que ce soit du tissu musculaire ou du tissu adipeux, pour fabriquer du glucose. C'est très contre-productif évidemment et en plus, on n'atteint pas l'objectif primaire qui devrait être d'affamer les cellules en glucose. Et en prime, avec le régime cétogène, on va produire ce qu'on appelle des corps cétoniques et divers déchets qui sont des toxines, donc le corps va produire en essayant désespérément de produire du glucose à partir d'autres matières comme la graisse ou le muscle. Et ces toxines, ces déchets vont venir encrasser l'organisme. Ça va faire une espèce de cercle infernal qui va nous obliger à jeûner pour nettoyer notre corps. Donc oui, effectivement, par exemple, les personnes qui pratiquent un régime cétogène, un régime paléo, même omnivore, ils auront besoin de jeûner. Je ne vais pas contre ça. Forcément, ils produiront énormément de déchets. Mais bref, mauvaise idée, mauvaise idée de manière générale. Rappelons tout de même qu'une cellule cancéreuse, c'est nos propres cellules qui ont muté et qui se reproduisent de façon incontrôlée. Un cancer se développe à partir d'une cellule normale, une de nos cellules, qui a accumulé des dégâts, par exemple des dégâts comme des mutations. Et lorsque ces dégâts et ces mutations ne sont pas corrigés par les processus de réparation habituels, la cellule devient petit à petit anormale. Il y a évidemment plusieurs choses qui peuvent provoquer un cancer. Il y a des gènes spécifiques au cancer, mais ça ne veut pas dire que si on est porteur de ces gènes, on va à tous les coups développer un cancer au cours de sa vie. L'épigénétique, donc les facteurs extérieurs, ces facteurs-là ont une grosse incidence sur la survenue d'un cancer. En très gros, si je vous explique ça vraiment très grossièrement, vous pouvez, par exemple, avoir le gène du cancer du poumon, disons. Prenons cet exemple. Vous n'allez jamais fumer de votre vie et vous allez tout de même développer ce cancer. A contrario, vous pouvez ne pas avoir ce gène, fumer toute votre vie et ne jamais développer un cancer du poumon. Mais évidemment, il s'agirait de mettre toutes les chances de votre côté et de ne pas tenter le diable. S'il vous plaît, ne fumez pas. Pour en revenir à nos moutons, la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, l'état des connaissances ne permet pas de conclure à un effet protecteur du jeûne, que ce soit en prévention ou même à un effet, on va dire, thérapeutique pour les patients ayant déjà déclaré la maladie. Qu'il s'agisse soit d'un effet direct, un effet thérapeutique direct, ou encore un effet sur l'efficacité des traitements administrés, comme par exemple la chimiothérapie, c'est ça qu'on entend le plus souvent. Et c'est même pire, puisqu'au cours des traitements, la pratique du jeûne présente un risque d'aggravation de la dénutrition, qui est un facteur de mauvais pronostic. Parce que même sans jeûner, 40% des patients atteints de cancer sont dénutris. Et la dénutrition peut engendrer de graves complications ou encore même atténuer les effets du traitement, augmenter les effets secondaires et réduire la qualité de vie.
Et il faut également savoir que la dénutrition est directement responsable du décès de certains patients. Il est donc fortement recommandé aux patients durant la maladie et durant les traitements de maintenir un poids optimal grâce à une alimentation saine et à de l'activité physique. Je vous mettrai en description le rapport d'expertise du réseau Nutrition, Activité Physique, Cancer, Recherche. C'est un peu compliqué, hein, j'ai dû me le répéter plusieurs fois. En fait, c'est le NACRE. Je vous mettrai ce rapport en description, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller creuser un peu plus ce sujet. Jeûner va également vous priver des nutriments anti-cancer contenus dans les aliments. Nutriments anti-cancer que les produits animaux ne contiennent pas ou extrêmement peu, mais ce n'est pas significatif. Je vous parle bien sûr des nombreux phytonutriments comme les antioxydants, les vitamines, les minéraux, les fibres, etc. Par exemple, les agrumes sont tout indiqués dans les cancers digestifs. Les crucifères, à savoir toute la famille des choux, sont reconnus comme des aliments pouvant prévenir les cancers, surtout ceux du côlon ou du rectum. Il y a aussi cancer de la vessie, cancer du sein, du poumon, de l'estomac, je ne sais plus, de la prostate je crois aussi, et de plein d'autres. Sans oublier les légumineuses et les céréales complètes qui contiennent beaucoup de fibres alimentaires. D'ailleurs, le Fonds mondial de recherche sur le cancer recommande de consommer 25 grammes de fibres alimentaires par jour pour prévenir le cancer. Si vous avez une alimentation végétalienne, vous atteindrez très facilement ce quota et vous le dépasserez même largement. Et évidemment, les produits animaux sont dépourvus de fibres. Il n'y a pas de fibres dans les produits animaux, ne les cherchez pas, vous ne les trouverez pas. Ils sont donc à éviter. Vous l'aurez compris, il faut aussi éviter certains aliments pour prévenir le cancer, limiter la consommation d'aliments gras, ça permet de réduire les risques de cancer de l'œsophage, du pancréas, des reins, de l'endomètre, des seins, les cancers colorectaux aussi, etc. Parce que les matières grasses en excès modifient également l'équilibre de la flore intestinale, ce qui est susceptible de transformer les acides biliaires en composés chimiques cancérogènes. Voyez les effets du gras sur l'organisme. Il y a des effets directs et des effets indirects. Je vous parlais de l'importance du microbiote et des aliments à éviter ou ceux à privilégier dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit ici au-dessus et en description. Les excès de matières grasses influencent aussi les synthèses hormonales. Les graisses saturées, les graisses trans et les acides gras oméga 6, si vous les mangez en excès, ils sont plus susceptibles d'augmenter le risque de cancer. Pensez également à limiter, voire à éviter totalement la viande. En plus, si vous évitez la viande, ça va vous permettre de réduire votre consommation de graisses saturées, vu que toutes les graisses animales sont des graisses saturées, comme je vous le répète tout le temps. Un régime végétalien fera la part belle aux aliments qui protègent contre le cancer, comme les fruits, les légumes, les légumineuses, etc. C'est pas pour rien que les végétaliens sont beaucoup moins touchés par le cancer que la population générale. Les végétaliens ont moins de cancers cliniques, moins de cancers dépistés de manière générale et également moins de cancers infracliniques. Les viandes rouges et les charcuteries, surtout les charcuteries, sont associées à un risque plus élevé de cancer colorectal. Et on a encore plus de preuves quant au lien entre charcuterie et cancer colorectal que entre viande rouge et cancer colorectal, même si le lien existe bel et bien. Et c'est encore pire lorsque la viande est cuite à haute température, parce qu'à ce moment-là, il y a apparition de produits toxiques. Des produits toxiques comme les hydrocarbures, par exemple, les benzopyrènes ou les amines hétérocycliques. Je vous parlais de tout ça dans ma vidéo sur le fer héminique et le cancer du côlon que je vous mettrai dans le petit, ici au-dessus et en description. Oui, et je vous mettrai aussi la vidéo sur la glycation des protéines, quels aliments manger pour éviter les molécules toxiques, appelées AGE, qui sont pointées du doigt lorsqu'on parle de vieillissement et de dégénérescence cellulaire. Dégénérescence cellulaire, donc également de cancer.
Je vous mettrai la vidéo dans le petit et en description. Donc, lorsque vous cuisez la viande à haute température, comme au barbecue par exemple, qu'est-ce qui se passe? Les hydrocarbures se retrouvent dans la partie calcinée, croustillante, à la surface de la viande. Les benzopyrènes sont formés lorsque le gras de la viande tombe sur la source de chaleur, crée de la fumée, et cette fumée va s'incruster dans la viande et du coup va la contaminer avec ses molécules toxiques. Et les amines hétérocycliques sont produites au cours du brunissement de la viande. Voilà donc plein de molécules toxiques et du coup plein de raisons pas très sympathiques pour éviter absolument de faire par exemple des viandes au barbecue. Évitez la viande de manière générale, mais surtout pas de barbecue par pitié. Ça fait clairement partie des causes épigénétiques qu'on peut maîtriser si vous voulez. L'alimentation est vraiment la partie que vous pouvez maîtriser, contrairement à la pollution de l'air, la pollution de l'eau par exemple. Qu'est-ce que vous voulez y faire Au bout d'un moment, elle est là. Vous n'allez pas vous mettre des filtres dans les narines pour pas avoir de pollution de l'air. En conclusion, pour la prévention du cancer, il n'est pas justifié de pratiquer le jeûne. Et si vous vous nourrissez sainement, vous n'aurez pas besoin de jeûner. Parce qu'au final, on trouve des bienfaits au jeûne seulement si on a une alimentation délétère. Et dans ce cas-là, il y aura effectivement de toute façon un bénéfice à jeûner. Puisque lorsque vous jeûnez, vous ne mangez plus les aliments délétères, ceux qui produisent des toxiques, des toxines, etc. Des produits délétères comme les graisses, les produits animaux. Vous éliminez le problème à la base. Mais l'idéal, évidemment, c'est de ne plus en consommer dans la vie courante, ce qui vous évitera de devoir vous astreindre à des jeûnes. Et vous augmenterez ainsi la part d'aliments sains, d'aliments qui protègent du cancer, comme les fruits, les légumes, les légumineuses. Je fais toujours avec mes patients le parallèle entre notre corps et un lave-vaisselle. Si vous rincez bien vos assiettes et que vous ne mettez pas des assiettes avec des morceaux de nourriture ou alors des assiettes qui dégoulinent de gras, de graisse, à l'intérieur de votre lave-vaisselle, vous n'aurez pas besoin de nettoyer votre lave-vaisselle. Sinon, il faudra régulièrement vider le filtre et faire des cycles de nettoyage à vide pour désincruster toute la crasse. Le jeûne, c'est rien d'autre qu'un cycle de nettoyage, que le nettoyage que vous faites de votre lave-vaisselle. Donc, prenez soin de votre lave-vaisselle et de votre corps, surtout de votre corps, en lui apportant les bons aliments et vous n'aurez pas besoin de vous nettoyer. Avec une alimentation HCLF, vous verrez que vous pourrez même faire la vaisselle sans produit vaisselle, ce qui est plutôt sympa pour faire des économies. Il n'y aura pas besoin de produit vaisselle parce qu'il n'y aura pas de gras dans vos plats, ou pratiquement pas. Via Félicia à tous!